À tous, merci d'être présents et merci d'être là dans ce nouveau live qui ce soir va être consacré à un sujet assez particulier puisque suite à vos demandes on va parler d'intuition. Si vous avez remarqué, j'écris souvent le mot intuition avec un S parce que vous allez voir et on va se rendre compte qu'il y a énormément de types d'intuition contrairement à ce que l'on peut croire. Donc un live où il va y avoir beaucoup de matière, un live où on va faire des tests, ou du moins un test avec vous, histoire de voir ce que ça donne. Si vous arrivez à percevoir, si vous n'arrivez pas à percevoir, ou du moins qu'est-ce que vous arrivez à percevoir, quelle va être votre conscience intuitive, quelle va être votre intelligence intuitive, tous ces termes on va les définir ensemble. Les nouvelles dates des formations techniciens, praticiens, maîtres praticiens, experts, je pense pas cette année, parce qu'on a déjà fait une année complète avec les experts, mais aussi formation de consultants en développement personnel et formateurs en développement personnel. Tout ça, ça y est, Gloria in Excelsis Deo, c'est en ligne sur le site. Donc, je sais que vous êtes nombreux à me demander les dates des nouvelles formations. Pour le technicien, je crois qu'il démarre fin octobre ou tout début novembre. Enfin voilà, à peu près. Donc, technicien, c'est le niveau 1. Praticien, maître praticien, tout ça sont des gens qui sont déjà en contact avec moi, mais le technicien, il reste encore quelques places parce qu'on prend des tout petits groupes et c'est déjà en ligne. On a en attente une vidéo assez marrante où on s'est quand même bien marré, qu'on a fait avec Jimmy, qui va être en ligne, j'espère, demain matin. Vidéo dans laquelle je vais encore, comme d'habitude, pas me faire des amis. Mais ça j'ai l'habitude, parce que vous savez que j'ai l'habitude de parler avec vous de manière franche, que je ne mâche pas mes mots et que je ne pratique pas la langue de bois, du moins dans mes vidéos, ou dans mes cours d'ailleurs, et que l'idée c'est que la lumière naît de la vérité, même si elle est relative, et non pas de la dissimulation. Donc, dans la vidéo encore, on va destroyer la vidéo qu'on a fait avec Jamie, on détruit quelques croyances qui sont finalement que des pompes à fric qui sont là pour prendre de l'argent à des gens qui veulent faire des formations dans différents domaines qui finalement ne servent à rien. Enfin, vous verrez, je ne veux pas vous en dire trop. La notion d'intuition, comme je vous l'ai dit, relève de beaucoup de notions. Et on va voir que l'intuition, ou les intuitions, peuvent aller de l'humain, effectivement, et peut-être aller jusqu'au divin. Alors la question qui semblait énigmatique, elle est pourtant extrêmement claire. L'intuition. Ce que vous appelez intuition. Et comme je vous dis, on va faire un test aujourd'hui avec vous. On essaiera de faire des tests d'ailleurs à chaque live. L'intuition, est-ce une faculté humaine? Est-ce un don divin? Est-ce un don magique? Est-ce rien du tout? Ou tout à la fois? Déjà, au niveau intuition, il faut savoir que le terme regroupe en général, c'est un terme, on appelle ça un terme brouette. Dans toutes les techniques de linguistique, on dit terme brouette quand on décrit un terme dans lequel on peut tout mettre. Comme, est-ce que tu peux faire ça? Faire est un terme brouette aussi, on peut le faire comment? Est-ce que tu peux contacter machin? Est-ce que tu peux contacter bidule? C'est un terme brouette, le contacter comment? Par écrit, par mail, par téléphone, par télépathie, en allant le voir, en lui envoyant un coursier. Donc voilà, terme brouette. Le mot bonheur, le mot amour sont des termes brouettes. Mais des fois, les termes brouettes sont pratiques parce qu'on y met ce qu'on veut. Du coup, c'est un terme, parce qu'il comprend énormément de notions, qui va nous permettre d'être apparemment d'accord avec tout le monde. Quand je dis on veut tous le bonheur et on a besoin d'amour, ça veut dire tellement de choses. Mais cet amour, comment il se manifeste? Et ce bonheur, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, être heureux? Pour certains, ça veut dire nager dans une piscine de pièces d'or, Dixit Picsou. Pour d'autres, ça va être d'être à la campagne, élever des chèvres, faire des petits fromages et vivre tranquillement, isolé et en autarcie. Les deux notions sont quasiment en opposition, mais elles décrivent ce que différentes personnes peuvent concevoir comme le bonheur. Pour l'amour, c'est pareil, que ce soit un amour total, inconditionné, le terme inconditionné convenant bien mieux que le terme inconditionnel d'ailleurs, de l'agapé,
par exemple dans l'échelle de l'amour grec, ou alors l'amour filial, l'amour maternel, ou alors l'amour qu'on peut avoir en amitié, ou, etc., ou l'amour éros, tous ces types d'amour, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc on a tous besoin ou envie d'amour et de bonheur. La phrase, c'est un truisme, c'est-à-dire que globalement, tout le monde à peu près sera d'accord là-dessus. Pourtant, le mot amour et le mot bonheur, là, ne veulent pas du tout dire la même chose. Alors, je vous dis, ça nous permet d'être d'accord, ou du moins de sembler d'accord. Comme je vais dire à une assistante d'aller contacter, comme je vous ai dit, machin, mais je ne lui ai pas dit si je voulais qu'elle le contacte par écrit, qu'elle aille le voir, qu'elle aille porter un mot, qu'elle envoie quelqu'un, qu'elle fasse un mail. Donc, c'est un terme moins brouette, mais un terme imprécis. C'est d'ailleurs, par définition, ce langage flou, ce que maîtrise avec beaucoup avec beaucoup de maîtrise, on peut dire, se maîtrise avec beaucoup de brio, tous nos politiques. C'est la seule manière d'ailleurs qu'ils ont pour se faire élire, c'est-à-dire avoir une phrase qui veut tout dire et rien dire, qui finalement est interprétable, quelle que soit la couche de la population, de manière différente. Dire qu'il va falloir réduire les inégalités et quelque part réduire cette fracture sociale qui gangrène le pays et ces inégalités qui ne sont bonnes pour personne, ben ça veut tout dire. Quelque part, l'ouvrier qui trouve que son patron touche trop d'argent va penser que ça s'adresse à lui. Le patron qui a un salaire 20 fois celui de l'ouvrier, mais qui trouve qu'il paye trop d'impôts par rapport aux multinationales qui font de l'amélioration ou fiscale en l'occurrence, hein, eh ben, il va trouver aussi que ça s'adresse à lui. Donc, en quelque sorte, le langage flou, c'est un langage qui peut fédérer. Et utilisé à bon escient, ou de manière du moins volontaire, il peut être extrêmement utile. Utilisé sans s'en rendre compte, il peut être effectivement assez embêtant. Parce que si je demande à mon assistante de faire ou de contacter un tel, et que je vais la voir dans l'après-midi pour lui dire alors c'est fait, eh bien, je lui dis ni comment le contacter, ni quand. Elle peut me dire oui, je lui ai préparé un courrier. Ah ouais, non, mais moi je voulais qu'elle appelle dans la demi-heure. J'avais qu'à être plus précis, c'est ma faute, mais à culpa es. Voilà. Donc, revenons à l'intuition, parce que quelque part, vous avez peut-être l'intuition qu'on n'a pas quitté justement le domaine de l'intuition quand je vous parle du langage flou, parce que l'intuition, c'est vraiment typiquement un mot qui est employé en langage flou. Parce que, au final, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. L'intuition pourrait être considérée comme une information que l'on a obtenue ou qu'on obtient par un biais qui n'est pas palpable, un biais du moins qu'on ne peut pas retracer, qui a une origine qu'on n'arrive pas à retracer. Tiens, j'ai ça qui me vient, c'est mon intuition. Parce que je n'ai pas eu un stimuli, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu visiblement, on n'est pas venu me dire quelque chose, j'ai une idée qui passe, une information qui vient sur quelque chose, sur quelqu'un, sur le devenir d'un événement, sur un collaborateur, sur quelque chose. Je veux dire, c'est une intuition. On appellerait intuition, globalement, des informations qui semblent venir d'une manière non sensorielle. Donc, extra ou hypersensorielle, mais surtout extrasensorielle. C'est-à-dire qui échappent, quelque part, au traçage qu'on peut faire de l'information. Voilà. Si je lis un papier et que j'ai l'information, ce n'est pas une intuition. Mais si en lisant, j'ai des informations supplémentaires qui me viennent, on pourra appeler intuition. Oui, tout bêtement. Donc, je vais mettre dans ce mot intuition, c'est comme un gros sac, dans lequel je vais placer toutes les informations qui me viennent, mais que je n'arrive pas à tracer. Alors, bien entendu, là-dedans, il peut y avoir aussi des projections. On peut avoir des intuitions complètement fausses, qui ne sont d'ailleurs pas de véritables intuitions. Ça sera des projections, mais comme je n'arrive pas à tracer, des peurs, des croyances, des réminiscences d'événements passés, des conditionnements par rapport à des événements passés. Et ça, je vais aussi pouvoir le mettre dans la boîte intuition. Si c'est vrai, tant mieux, mais si c'est faux, ben, cette intuition aura été fausse. D'où la plupart des gens qui disent je ne fais pas confiance à mon intuition. Ils ont à la fois tort et ils ont à la fois raison. Il y a des intuitions auxquelles on ne peut pas vraiment faire confiance parce que vous verrez que ça n'en est pas. Mais l'intuition, on peut vraiment y faire confiance à partir du moment où on a déterminé quelle était sa nature exacte. Et pour ça, on va diviser en plusieurs types. Il y en a globalement deux que vous allez parfaitement comprendre, connaître, maîtriser, anticiper. Il y en a d'autres, par contre, qui vont aller peut-être un petit peu plus loin, on les verra après. Tout simplement, on va aller du plus vulgaire, sans que ça soit péjoratif,
du plus matière, du plus brut, du moins dégrossi, vers le plus fin et le plus subtil. C'est-à-dire qu'on va parler de l'intuition sur une échelle allant de la matière à l'immatière, du vulgaire au subtil. On commencera donc par les deux formes basiques d'intuition, du moins appelées intuition. La première va être quelque chose qui prendra un autre nom que le mot intuition. Je m'explique. Aujourd'hui, là, en ce moment, à chaque instant T de votre vie, vous avez des milliers, ouais, on peut dire des milliers, peut-être pas des millions, mais au moins des milliers d'informations sensorielles autour de vous. Vous êtes obligé de faire un tri sur ces informations sensorielles. C'est-à-dire que vous n'allez pas toutes les garder. Il y a certaines informations sensorielles qui sont trop fines pour que vous puissiez les monter consciemment au niveau de vos parties conscientes. Il y a des informations sensorielles qui ne vous semblent pas utiles, ou du moins qui ne semblent pas utiles à votre cerveau. Donc, il les zappe. Un exemple, maintenant, sentez ce qui se passe dans vos chaussures. Ah voilà, vous sentez vos pieds. Vous sentez si vous êtes bien ou pas dans vos probables tongs. Je vous souhaite d'avoir des tongs plutôt que des moon boots, du moins à cette époque, à condition que vous viviez en France. Bonjour aux Québécois, parce que je sais qu'on a beaucoup de Québécois qui nous suivent. Ils ont aussi chaud là-bas, c'est pareil. Hein, pour avoir fait seulement le tournée au Québec, je sais qu'il fait très très chaud en ce moment, normalement. Donc, vous, d'un seul coup, vous prenez conscience de ce qui se passe dans vos pieds. Alors, vous allez me dire quel intérêt? Il n'y a aucun. Sauf que, comme il n'y avait pas d'intérêt, votre cerveau zappait ça. Et donc, ne le prenez pas en compte. Ça faisait partie de toutes les informations qui n'avaient aucun intérêt pour vous. Par exemple, le ronronnement de votre ventilateur. Le ronronnement, je dis ventilateur parce que je vous rappelle que la climatisation, même quand il fait chaud, il faut l'éviter absolument, parce que la climatisation, si elle vous refroidit un peu votre pièce, concourt à réchauffer énormément la planète. Donc la climatisation est une véritable plaie de ce côté-là. Donc ventilo, 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 avec une bouteille d'eau glacée devant si vous voulez avoir un peu de frais. Donc on reprend. Le bruit de votre ventilo, le ronronnement de votre ordinateur, tout ça, vous ne l'entendez plus au bout d'un moment. Votre cerveau le zappe. Pourtant l'information vient, mais le cerveau considère qu'elle est inutile parce qu'elle n'apporte pas d'informations supplémentaires. Votre cerveau ne peut traiter que 7, plus ou moins 2 informations en moyenne. Hein, ça dépend des gens. Mais on va dire qu'entre 5 et 9 informations simultanées, votre cerveau traite. Ça te court sur le registre. Donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc dans vos 5 sens, vous ne pouvez vraiment ressentir que 5 à 9 informations simultanément. Toutes les autres, elles vont devoir passer dans les niveaux inconscients. Alors si elles sont très infimes, très faibles, un son très faible par exemple, ou une sensation très faible, mais suffisamment forte pour que vous puissiez le capter, mais pas en avoir conscience, on appellera ça le subliminal. Peut-être qu'on fera un live si vous me posez des questions là-dessus sur le thème du subliminal. Mais là, on irait trop loin si on était sur le subliminal maintenant. Donc, toutes ces informations-là, votre cerveau les capte. Vous n'en avez pas conscience. Vous en gardez en moyenne 7, je vous dis plus ou moins 2, à chaque seconde. Mais, revenons à notre ventilateur. Si d'un seul coup, le ventilateur s'arrête, ou se met à couiner, ou se met à faire un bruit bizarre, automatiquement, votre cerveau, qui fait un peu du monitoring, il surveille tout ce qui se passe, il va attirer votre attention vers le ventilo qui n'a plus le comportement normal. Votre cerveau se dit, il se passe quelque chose d'anormal, donc je mobilise le nuage d'attention et je le dirige en partie vers le ventilateur et donc je vais capter les informations relatives au ventilateur parce que le cerveau juge que ce nouveau comportement doit être surveillé. Donc voilà, tout un ensemble d'informations que l'on a, que l'on entend, que l'on voit, mais qui ne montent pas au niveau des parties conscientes. Elles restent dans les parties inconscientes. Et ceux qui ont fait la formation savent que pour nous, les parties inconscientes, c'est l'énorme ventre du Barbapapa. Puisqu'on verra une petite tête de Barbapapa qui est les parties conscientes, un énorme ventre, je vous ferai le dessin peut-être tout à l'heure, qui sont les parties inconscientes. Donc tout ça va être stocké. Mais ça se passe aussi quand, par exemple, vous faites une promenade à pied. Votre vision périphérique
c'est-à-dire la vision qui n'est pas juste en face, qui est la vision fovéale, votre vision périphérique va enregistrer tout un ensemble d'informations. Ces informations ne vont pas remonter au niveau de vos parties conscientes, elles vont juste être stockées comme des informations intéressantes, porteuses de sens, porteuses d'informations, mais pour l'instant, vos parties conscientes n'y ont pas accès. Ces informations, vous allez peut-être, par exemple, les retrouver en rêve, en vous demandant des fois quelle va être l'origine d'un cauchemar. Par exemple, vous avez fait un cauchemar d'avoir une espèce de Mickey géant tout défraîchi qui vous poursuit avec un couteau. Vous demandez pourquoi. Même si on sait bien que Walt Disney est une secte terrible aux États-Unis, pourquoi est-ce que ce Mickey vous poursuit avec un couteau? Et oui. Et si vous refaites votre chemin et que vous y faites attention, vous verrez peut-être que dans une boutique, en coin, à l'ombre, il y a une vieille peluche de Mickey, grande et défraîchie. Je prends cet exemple parce que c'est arrivé à quelqu'un de mes connaissances il y a des années, qui avait un rêve récurrent d'une espèce de Mickey qui le poursuivait avec une hache. Et c'était un client. Et il se demandait pourquoi. Et un jour, je lui dis, regarde bien autour de toi s'il n'y a pas, qu'est-ce qui peut être ça? Et un jour, bêtement, il remarque qu'il passait à pied devant une ancienne boutique de farce et attrape. Vous savez, les farces et attrape, ça se vendait plus trop déjà. Donc, c'était une vieille boutique de vieux commerçants qui n'avaient pas envie de vendre et qui avait une boutique vraiment presque, je dirais pas en faillite, mais quasiment, avec tout était défraîchi. Et dans un coin, il y avait effectivement un grand Mickey énorme, dans l'ombre, qui était vraiment recroquevillé, sale. Et c'est quelque part le Mickey qu'il a reconnu. Et quand il l'a vu dans cette vitrine, juste vraiment cachée, parce qu'il faisait attention, je lui dis, regarde partout autour de toi, où est-ce qu'il y a Mickey? Et il s'est rendu compte que ça venait de là. Et ça lui a fait tilt immédiatement. Il a eu son épiphanie. Il a reconnu son Mickey qui le poursuivait dans ses rêves. Et du coup, ça a été réglé. Il n'a plus jamais fait ce cauchemar, du moins à ma connaissance, parce que je garde mes clients le moins longtemps possible. L'idée de faire travailler les gens le maximum dans le minimum de temps. Travailler avec quelqu'un en coaching, en accompagnement, c'est pas avoir une rente à vie, on n'est pas dans la psychanalyse ici. On essaye que ça soit rapide et efficace. Voilà. L'idée est qu'en mental coaching, c'est que les personnes qui viennent travaillent bien, pardon pour le micro, efficacement le moins de temps possible. Donc après, s'ils veulent revenir pour travailler d'autres choses, ouais, mais on les garde pas 10 ans. Voilà. Même s'ils reviennent, ça reste souvent des amis. Voilà. Donc, revenons à ces perceptions. Donc, dans ma vision périphérique, je peux capter plein d'informations, des milliers en permanence. Si vous prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre vision périphérique, et ça, les femmes le sont beaucoup plus habiles, je dirais, à utiliser leur vision périphérique. Ça date de l'ère de la spécialisation cérébrale, où effectivement, quand il y a eu la spécialisation des tâches dans ce qui allait devenir les villages, eh bien, les femmes, parce qu'elles avaient une peau moins épaisse, une musculature moins grande, eh bien, s'occupaient de choses extrêmement importantes comme la cueillette, comme surveiller le feu, surveiller les gosses, se tanner un petit string en peau de roc pour être à la mode à l'été prochain, et il fallait qu'elles surveillent tout à la fois. Elles ont donc énormément travaillé leur vision périphérique. Alors que l'homme qui chassait le mammouth, ou des bêtes de cette envergure, il devait concentrer toute son attention sur la vision fovéale. Et en gros, quelque part, quand il voyait le cul du mammouth, il pouvait aller dans le sens comme ça, et quand il voyait que ça se tournait, que c'était la tête qui venait vers lui, il devait courir dans l'autre sens. Donc il devait avoir toute son attention vraiment portée sur la vision fovéale et zapper la vision périphérique qui pouvait le distraire, à l'opposé de la femme qui, surveillant le foyer, le feu, les gosses, tout, quelque part tout, les ennemis potentiels quand elle faisait de la cueillette, eh ben, elle devait avoir une vision, peut-être pas à 360 degrés, mais au moins à 180. Du coup, techniquement, biologiquement, le câblage cérébral féminin est plus habitué et plus fait pour utiliser un maximum la vision périphérique que la vision fovéale. Et pour l'homme, c'est l'inverse. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, très loin de là. C'est une question de différence de fonctionnement. En quelque sorte, il y a eu une époque où les deux sexes allant faire des tâches différentes, ils se sont un peu spécialisés au niveau du cerveau. Le cerveau a évolué pour que les tâches qui incombaient à l'un et à l'autre,
eh ben, soit réalisé le mieux possible avec des cerveaux les plus adaptés, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a aucune machine qui s'adapte aussi bien au monde que le cerveau. Donc, la vision périphérique va vous apporter des milliers d'informations en permanence. Ces informations, elles vont être stockées dans des formes de mémoire inconsciente. Alors, allez-vous me dire, d'ailleurs, est-ce que j'ai les commentaires? Je ne les vois pas. Voilà. Quel rapport avec l'intuition? Énorme. Et oui, parce que toutes ces informations, elles vont vous servir de base à une réflexion, à des cheminements mentaux, à des prises de conscience, à des connaissances, à des liens de cause à effet. Elles vont se raccorder dans vos parties inconscientes. Rappelez-vous, vos parties conscientes ne représentent peut-être que 3 à 4% des processus mentaux. Et vous n'avez conscience que de ces 3 à 4%. Mais ce que va travailler, ce que va obtenir, ce que va réaliser, ce que va comprendre vos parties inconscientes, même si vous n'avez pas accès au processus, vous pouvez, dans certains cas, avoir accès à certains résultats. Et bien justement, ça va être là une première forme d'intuition. C'est-à-dire que votre cerveau, en hyper-observant aussi bien ce que vous avez autour de vous dans votre vision périphérique, mais aussi en hyper-observant des réactions de votre interlocuteur dont vous n'allez même pas avoir conscience, des micro-mouvements, des changements dans la voix, des choses que vous n'avez pas conscientisées. En observant ça, parce que vos parties inconscientes perçoivent de manière beaucoup plus fine. Elles ont des bases de données et des bases de connaissances qui vous dépassent, du moins dans vos capacités conscientes. En utilisant ça, votre cerveau va obtenir tout un ensemble de conclusions auxquelles vous pourrez avoir accès dans une espèce de zone tampon entre vos parties conscientes toutes petites et vos parties inconscientes gigantesques. Vous allez pouvoir avoir comme des petites bulles qui remontent de la partie inconsciente gigantesque et qui vous attendent dans une zone frontière entre les parties conscientes et inconscientes. Et vous pouvez, dans certains cas, avoir ces éclairs qui arrivent et qui sont justement votre épiphanie, votre eureka, l'intuition. Cette intuition-là, elle n'est pas du tout extrasensorielle, elle est hypersensorielle. Vous devriez, avec l'habitude de mes lives, commencer à avoir bien fait la différence entre hypersensoriel et extrasensoriel. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à voir les vidéos et les lives précédents. Et si vous les avez vus et vous ne faites pas la différence, eh bien, c'est tant pis pour vous, parce que c'est pas faute que je l'ai déjà expliqué plein de fois. Bon. Donc, cette intuition n'est pas une vraie intuition extrasensorielle, c'est une intuition hypersensorielle qui va utiliser vos sens de manière hyper. Vision périphérique et observation, micro-observation. Attention, il ne faut pas que ça soit conscientisé. Hein, on soit bien d'accord. Ça va s'appeler, non pas l'intuition, mais en langage de spécialiste qui se la pète, ça va s'appeler la pensée intuitive. C'est-à-dire que c'est un processus de pensée qui semble se manifester comme une intuition, mais qui n'en est pas une. Voilà. Donc, première chose, on va avoir quelque chose qui ressemble, ça a le goût de l'intuition, ça a la couleur de l'intuition, mais ce n'est pas du Canada Dry, enfin, ce n'est pas du moins de l'intuition. Hein? Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent les vieilles pubs des années 90, ça ne me rajeunit pas, mais c'est pas grave. Bon, ça fait toujours plaisir de se rappeler ses souvenirs de jeunesse, même si la jeunesse, elle est dans la tête. Donc, premier type d'intuition, la pensée intuitive. Pensez-y. Donc, vous pouvez vous demander, quand vous avez ce petit épiphanie, un eureka, cette impression d'intuition, c'est mon petit doigt qui me le dit. Demandez-vous, est-ce que c'est extrasensoriel ou est-ce que ça peut avoir été bâti par mes parties inconscientes qui ont emmagasiné tout un ensemble d'informations? Parce qu'il ne faut pas rêver. Vos pensées inconscientes, elles travaillent comme dans un ordinateur. Même si vous êtes en train de taper un texte, votre ordinateur en tâche de fond, il peut envoyer des notions d'impression, il peut faire le rendu d'une vidéo, il peut recevoir vos mails et envoyer des mails si vous faites une boucle avec plein d'emails. Il peut y avoir plein de tâches de calcul que fait votre ordinateur alors que vous êtes en train de faire un courrier ou de jouer à quelque chose ou de regarder une vidéo. Votre ordinateur travaille en tâche de fond. Ben, c'est pareil pour votre cerveau. Sauf que l'ordinateur va en général pas allouer énormément de puissance à la tâche de fond,
pour se concentrer sur la tâche et le logiciel sur lequel vous travaillez. Le cerveau, c'est l'inverse. Il va vous donner que 2-3%, 3-4% de ses capacités dans vos capacités conscientes et tout le reste est en tâche de fond. Alors effectivement, c'est vertigineux et ça vous fait prendre conscience à quel point il est important de travailler ces autres capacités. Voilà. Et la fameuse légende des 10% du cerveau, on en a déjà parlé, on est déjà largement dessus. Lorsque je discutais il y a quelques ça commence à faire déjà 2-3 ans avec mon excellent ami Donaldo Wilson qui a écrit Total Mind Power et qui a créé le Total Mind Power Institute, l'Institute of the Mind, c'est un très bon ami. Eh bien, nous discutions du fait qu'effectivement, quand on dit 10% de capacité consciente, on est outrecuidant, 20 est totalement prétentieux. Si on est à 3-4% de nos capacités conscientes, on est déjà pas mal. Donc, vous voyez tout ce que ça nous laisse dans la tête. Et d'ailleurs, ça devrait vous faire aussi faire tilt. Dans une période comme aujourd'hui, où tout est mouvant, où il faut une adaptabilité totale, où quelque part, personne aujourd'hui, économiquement, stratégiquement, politiquement et du côté environnement, n'est capable de savoir comment ça va se passer, ne serait-ce qu'à 6 mois, ça devrait vous permettre de prendre conscience de l'importance aujourd'hui de travailler vos capacités mentales. Ce qui, jadis, était, j'allais dire, un confort, un avantage, une amélioration, aujourd'hui devient une nécessité de survie. Parce que l'avenir qui est pas forcément très prévisible, puisque nous sommes dans une redistribution totale des cartes, avec des choses qui sont en train de péter dans tous les sens, va nécessiter, pour vous en sortir, de vraiment développer vos capacités mentales. Ça ne relève plus ni de la fantaisie, ni du ludique, ni du plaisir. Ça demeure vraiment, je dirais, une nécessité de survie. Je sais que ça peut sembler un peu inquiétant, ce que je dis, mais si on veut regarder avec attention, si on veut regarder avec clarté, je veux dire, et authentiquement et sincèrement, j'allais dire, c'est pas quand on est contre le mur qu'il faut se rendre compte qu'il arrive, quoi. Plus vous vous préparez, moins la chute sera difficile, moins le choc sera difficile. C'est aujourd'hui, vraiment, on vit au présent, mais on se prépare pour demain. C'est au présent qu'on se prépare pour demain. C'est au présent qu'on se prépare pour tout ce qui nous attend et qui est loin d'être prévisible. Et le peu qu'on prévoit, déjà, c'est pas réjouissant, mais je pense que ce sera encore moins réjouissant. Mais pour ça, il y aura ceux qui seront prêts mentalement, physiquement. Il y aura ceux qui vont se prendre le mur de plein feu, de pleine face. Et c'est pas faute d'avoir été prévenu. Alors, il y a deux possibilités. On peut dire c'est inéluctable. Oui, c'est inéluctable, mais préparez-vous-y et on s'y prépare avec les élèves. On n'est pas des survivalistes, mais s'y préparer, ça veut dire optimiser l'outil qu'on a là. Parce que pour ce qui nous attend, on va devoir être adaptable, on va devoir avoir des gros changements de mentalité, de vie, de consommation, etc., etc., etc. Beaucoup de choses risquent de changer dans les 2 ans à venir, dans les 18 mois, 18-24 mois. Et pour ça, il faut des cerveaux préparés à ça. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut se préparer à être adaptable et adapté. Je vous l'aurais dit, enfin, tous les élèves le savent déjà. Je vous en parle, je suis ravi de partager avec vous et les formations sont faites pour ça. Donc, on va continuer, parce que ça fait partie de l'intuition, avec le deuxième type d'intuition. Ce deuxième type d'intuition, qui n'est plus la pensée intuitive, qui est donc hypersensorielle, va être l'intuition extrasensorielle. Donc, l'intuition qui ne repose pas sur des micro-observations, des observations inconscientes, enfin, observations perception inconsciente ou micro-perception, voilà. Ça ne repose pas là-dessus. Ça repose sur ce qu'on appelle le 6e et le 7e sens, les capacités extrasensorielles. Et si vous êtes là en face de moi à m'écouter, c'est que vous êtes déjà sensibilisé à ça, vous avez, avec un peu de chance, vous ne faites pas partie de tous ces terroristes du paranormal qui sont incapables de douter de leurs propres doutes et qui sont en train de nous glorifier l'art du doute tout en n'étant même pas capables de douter d'eux-mêmes et de douter de leurs doutes. Donc, revenons à ça, l'extrasensoriel, c'est tout ce qui dépasse nos 5 sens. On y retrouve, vous le savez déjà, mais je le rappelle pour les nouveaux venus sur cette chaîne,
l'intuition sous forme de métacommunication mentale, communiquer des idées, recevoir et envoyer. Le terme de télépathie, je l'emploie peu, je préfère téléempathie. Bon, ça sera le sujet d'un live probablement, ça, parce que c'est très large. Du moins, la communication mentale. Communiquer et recevoir des pensées, des intentions. Tout ce qui est influence, tout ce qui est charisme en fait partie. Tout ce qui est anticipation, la capacité de savoir à l'avance, de ressentir une intention de ce qui va se passer. Voilà. Et tout ce qui est perception du présent caché, qu'on appelle la percognition. Déjà, là, j'allais dire, vous délimitez bien les PES. On va avoir aussi la perception du passé caché, hein, qu'on appelle la postcognition, mais on pourrait voir que connaissance du futur et connaissance du passé, c'est strictement la même chose, puisque passé, présent et futur ne font qu'un. Dans un temps unique, ça aussi, voilà qu'on en parle un autre jour. Mais je ne peux pas vous dire, croyez-moi sur parole, mais dites-vous que présent, passé, futur, ça n'est vraiment différent que par notre propre perception et de la manière dont on le vit. On ne va pas rentrer sur le temps là, parce qu'on n'aurait pas le temps ce soir. Donc, tous ces phénomènes extrasensoriels, eh bien, ça va être un autre type d'intuition. Une intuition qui ne se base sur aucune observation, aucune perception, qui utilise des sens autres. Comme je vous ai dit, ces perceptions extrasensorielles. Et là, déjà, on va le scinder en deux. On va le scinder en deux. Pourquoi on le scinde en deux? Parce que longtemps, la science n'a pas vraiment compris les perceptions extrasensorielles et les perceptions... et comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que à la fois la télépathie ou la téléempathie, ça pourrait paraître comme étant une capacité supérieure du mental humain, mais à la fois, on va retrouver des phénomènes de communication mentale, même si c'est des systèmes nerveux très, pour nous, primaires, chez les insectes sociaux, chez les abeilles, chez les fourmis. Donc on ne peut pas penser que ça serait une capacité d'un cerveau hyper développé, alors que ces animaux qui ont, des insectes sociaux, qui n'ont pas vraiment un système de cerveau aussi développé dans ce qu'on comprend du développement que le nôtre, arrivent à manifester ces capacités. Ça a longtemps été un grand mystère. On a pensé aussi que c'était un entraînement, mais pourtant un chien qui hurle à la mort alors que son maître est en train de mourir à l'autre bout, à 500 km, ou alors un chien qui est super heureux, qui fait la fête, alors que son maître, qui était absent depuis une semaine ou deux, revient, il est à 100 km, et le chien fait la fête. Il sait qu'il arrive. Des chats qui arrivent à avoir été perdus, il y a encore un cas, quelques années, le pauvre petit minou, il était perdu à Lille, il est revenu à pattes, tout seul, jusque dans le Pays Basque, alors qu'il n'avait ni téléphone portable, ni GPS, ni carte de crédit, parce qu'il n'avait pas de poche. Pas de poche, le chat. Un kangourou. Donc tout ça, ça montre bien des capacités extrasensorielles uniques. Mais c'est surtout chez les insectes que c'est étonnant. Et même, j'allais vous dire encore pire que ça, encore plus étonnant, on a toujours pensé que la mémoire était dans le cerveau. Or, très récemment, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a fait des expériences sur des amibes qui sont dépourvues de véritables systèmes nerveux. Donc, même de l'embryon de cerveau. Elles arrivent à apprendre. Les amibes, sur des expériences récentes, arrivent à apprendre des comportements d'aller vers ou d'évitement avec une mémoire dont on n'a aucune compréhension. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que la mémoire, sous toutes ses formes, l'apprentissage demande la mémoire, était d'arriver à caser quelque part dans quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un cerveau, même un système nerveux extra-primaire. Et bien pourtant, ces amibes-là arrivent à apprendre des comportements. Ça veut dire qu'on peut dresser des amibes. Vous savez, des amibes, c'est des petits microbes minuscules. Voilà. Ben, ils arrivent à apprendre des choses. On peut les dresser, et oui, pourtant, à faire des choses ou à éviter d'autres choses, alors qu'elles n'ont pas la moindre bribe de lieu que nous, on pense être le siège de la mémoire. Alors, un apprentissage sans mémoire, ça pose un grand problème. Revenons à l'extrasensoriel. La science, longtemps, les véritables scientifiques, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à ce qu'il y a autour d'eux, qui comprennent la science comme un modèle fermé, mais qui est un modèle en expansion et qui cherchent à trouver qu'est-ce qui dépasse les frontières de leur modèle,
parce que justement ça les intéresse, et non pas les scientistes obtus, les terroristes, qui eux, terroristes du paranormal ou de la science, qui eux considèrent que ça n'existe que si la science peut le prouver. Ça fait longtemps que cela, on les a mis à la poubelle, on les a virés, mais il en existe encore quelques-uns cachés dans des labos, sous des tables, enfin bon, vieilles blouses blanches. Ils n'ont pas tous été virés. Il faudrait, parce que c'est plutôt une espèce de sclérose mentale. Mais donc revenons, les scientifiques se posaient la grosse question, comment, alors qu'on pense que c'est des fonctions cérébrales supérieures, ces perceptions extrasensorielles, dans certains cas ça en est, comme les gens qui ont la capacité de se projeter à distance dans des lieux, vous le savez, on en a déjà parlé, puisque les experts, les niveaux 4 de la formation, se sont projetés dans la cathédrale de Notre-Dame alors qu'elle était en feu. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Ils se sont projetés dans des crop circles. Ils se sont projetés dans le Sphinx. Là, vous verrez, allez sur le site formation tradeunionmentaliste.fr ou dans mon bouquin. C'est celui-là où j'en parle. C'est celui-là où on en parle pas mal de ça, les projections à distance. Voilà. Allez là et vous verrez toutes les informations sur ça. C'est les fonctions supérieures, effectivement, très clairement. Pourtant, les insectes sociaux manifestent des perceptions extrasensorielles. Alors, comment ça se fait? C'était un mystère longtemps. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de perceptions extrasensorielles. Il y avait les perceptions extrasensorielles qui sont purement, et qui étaient totalement instinctives, et donc vraiment dans les couches très premières de notre cerveau. C'est un petit schéma pour vous montrer, je vais vous montrer dans une minute. Et il y a à côté les perceptions extrasensorielles construites, qui elles sont dans la partie préfrontale. Donc, petit dessin à l'appui, voici un cerveau. Alors, je suis obligé de regarder sur le dessin. Ici, vous avez la partie dite reptilienne, avec le rachis et tout un ensemble de glandes. Ici, vous avez les limbes. Donc ici, on a tout ce qui est instinct, battement cardiaque, respiration, régulation de la température, enfin voilà, tout ce qui est instinctif, réaction réflexe, quelque part, la faim, par exemple, ici. Ici, vous avez les limbes, qui va être le siège de tout ce qui est émotion, de la dualité, du choix, oui, non. Et ici, vous avez tout en haut la partie néocortex, c'est-à-dire la partie supérieure, la plus avancée. On appellera celle-là la partie reptilienne, parce que c'est celle qu'on trouve et qui s'arrête au niveau des reptiles, c'est-à-dire que les reptiles n'ont pas cette partie-là, globalement. Et après, dans les mammifères, les oiseaux, on trouve des parties supérieures, les cétacés, en baleine dauphin. On trouve après des parties limbiques et des parties néocorticales. On dira archéocortex, paléocortex et néocortex. On l'appelle souvent le reptilien, ici. Siège des instincts, siège des émotions et siège de la pensée construite, anticipation, planification, etc. Et ce néocortex va se séparer en trois zones. Une zone postérieure, un frontal et un préfrontal, un frontal et un préfrontal. Et c'est justement là où réside le secret. C'est que c'est ici qu'on va trouver l'instinct, donc présent dans quasiment tous les animaux qui ont un système nerveux minima, et c'est pour ça qu'on va le trouver chez les insectes sociaux. Et c'est ici que vont siéger les perceptions extrasensorielles construites, donc les intuitions construites. Quand je prends par exemple une enveloppe, que je la mets entre mes mains, que je me concentre et que j'essaye de deviner ce qu'il y a dedans, je ne fais pas appel à mon instinct, je fais appel à des perceptions construites. Voilà. Et c'est là où, suite à cette découverte, on a enfin compris pourquoi il y avait deux endroits où ça allait siéger les perceptions extrasensorielles. Et le dessin que je vous avais dit que je vous ferai tout à l'heure, je vois que le temps passe très vite. Je vais encore faire un live super. Voilà. C'est le Barbapapa, le fameux Barbapapa des élèves en formation. Oui, c'est très délicat parce qu'on a les mouvements inversés par rapport à l'écran. C'est pour ça que des fois, ça semble maladroit. Et ici, vous auriez là, ici, les zones conscientes. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ici, des zones inconscientes, mais auxquelles on peut avoir accès quand même. Et ici, toutes vos zones inconscientes, complètement, qui sont là, j'allais dire, le lieu où vous allez trouver des dizaines et des dizaines de ressources inconscientes. Donc, consciemment, on n'a accès qu'à ce petit-là. Vous avez à peu près 3-4%, hein, pas plus. Vos perceptions inconscientes de la pensée intuitive, elles arrivent à se masser là,
et elles remontent comme des petites bulles. Hein. Vous savez, le premier type d'intuition qu'on a vu tout à l'heure, la pensée intuitive, d'hyper-observation inconsciente. Et des petites bulles, elles arrivent là, elles sont disponibles, elles vont monter, vous arrivez à les capter ici. Voilà, c'était ça la pensée inconsciente. Donc, l'intuition extrasensorielle, eh ben on va la voir ici ou là. Plutôt là, plus exactement, pour les gens précis parmi vous. Donc, on vient de voir déjà deux types d'intuition. Et ces deux types d'intuition, eh ben, ils vont former ensemble ce que l'on appelle l'intelligence intuitive. Et puisqu'il en est ainsi, pour fêter ça, d'abord je vais boire un petit coup d'eau, parce que ça va me faire du bien à la vôtre. J'en profite pour vous rappeler, vous doutez bien que je le ferai à un moment, de mettre de l'eau dans vos jardins, parce que si nous on a soif et qu'on a de l'eau là, les petites bêtes, elles n'ont pas accès au robinet. Donc, tous les jours, si ce n'est pas pour vous faire plaisir, faites plaisir à la nature qui nous accueille tant. Mettez des grandes assiettes avec de l'eau et des petits cailloux pour que les abeilles puissent se poser dessus et aller boire les papillons et toutes les petites bêtes, dont les hérissons qui, vous savez, me sont si chers, mais il n'y a pas que. Et pensez qu'il y en ait le jour et la nuit, ils méritent bien ça. Donc, pour fêter ça, eh bien, on va faire un test. Vous allez faire un test. Donc, vous avez quelques secondes pour prendre un crayon et un papier. Tout ce qui vous tombe sous la main. Si vous êtes à table, vous avez la nappe blanche de mamie, à condition qu'elle soit en papier. Prenez un stylo, un crayon et on va faire un petit test. Voilà. Je vous attends quelques secondes et je mets en place le protocole. Enfin, le protocole. Je mets en place le matériel. Vous allez voir, c'est quelque chose qui a été sacrément pensé. Je vais entendre un haut d'admiration qui va monter de l'ensemble des foyers de mes spectateurs. Voilà. Ici, vous voyez, c'est beau, on a investi dans du matériel. Donc, j'espère que vous avez un stylo et un papier. OK. Je vais vous montrer, enfin du moins je vais vous montrer, vous montrer, faire défiler un ensemble d'enveloppes. C'est un test pour vous. On va essayer de travailler sur votre instinct. On essaiera de faire des petits tests régulièrement. Là, on va faire assez vite parce qu'effectivement, déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Il reste encore du travail. C'est loin d'être fini en termes d'intuition. Là, on a encore plusieurs intuitions à voir. Donc, on en a vu 3 déjà. Pensée intuitive, instinct, qui est de la PES, et intuition, plutôt préfrontale, qui est de la perception extrasensorielle, aussi méconstruite. Je vais prendre un ensemble d'enveloppes. Dans ces enveloppes, il y a des dessins. Ces dessins représentent un lieu global. Qu'est-ce que j'appelle un lieu global? Ce n'est pas, par exemple, New York, ce n'est pas Paris, mais ça serait une ville en général. Donc, c'est des lieux en général, pas nominatifs, mais génériques. J'ai 6 enveloppes, ou 5, je ne sais plus. Voilà. Et du coup, ces enveloppes ici, je vais les mélanger. Voilà. Et en sortir une. Dommage que je n'ai pas un message, parce que j'aurais demandé par message que vous m'arrêtiez sur un enveloppe. Alors, on en prend une au hasard. Là, ici. Cette enveloppe, je vous la colle ici. Et maintenant, voilà, vous la regardez et j'aimerais que vous marquiez immédiatement les 5 premiers mots qui vous viennent. Tout de suite, ne réfléchissez pas, ne réfléchissez pas. Si c'est rien, vous marquez rien, 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 rien. Marquez les 5 premiers mots qui vous viennent immédiatement quand vous regardez cette enveloppe. Allez, tout de suite, hop, hop, ça doit être fait. Ça doit être fait. Les élèves en formation ont l'habitude, ils savent que pour ça, il faut que ça aille vite. Voilà. Très bien. Tirez un trait. Maintenant, j'aimerais que vous fermiez les yeux, et que vous remémoriez l'image de cette enveloppe. Ici, on va la mettre peut-être un peu plus décalée comme ça, que vous puissiez bien la voir. Voilà. Comme ça. Et avec ici, voilà. Vous la regardez, vous fermez les yeux, vous la regardez quelques instants, vous refermez les yeux, vous la re-regardez, vous refermez les yeux et vous notez toutes les sensations qui vous viennent. Quelles sont les images? Quels sont les sons? Quels sont les goûts? Quels sont les tout? Est-ce que vous voyez quelque chose de très vaste ou quelque chose de tout serré? Est-ce que vous êtes bien?
C'est le proprioceptif, ou est-ce que vous êtes mal? Est-ce que c'est, je vous dis, c'est vaste, ou alors est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est tout à plat? Est-ce que c'est en hauteur? Est-ce que c'est en creux? Quelles sont les couleurs dominantes? Est-ce clair ou foncé? Est-ce qu'on y trouve du bleu? Est-ce qu'on y trouve du rouge? Est-ce qu'on y trouve du vert? Est-ce qu'on y trouve du jaune aussi? Notez tout ça. Vos premières impressions. L'important, c'est toujours les premières impressions qui viennent. Voilà. Questionnez-vous. Quels sont les bruits que vous entendez? Est-ce que c'est calme ou bruyant? Est-ce qu'il y a des bruits en fond ou est-ce qu'il n'y a pas de bruit en fond? Est-ce que c'est agité? Est-ce calme? Est-ce que c'est des bruits non humains? Est-ce que c'est des bruits humains? Est-ce que c'est des bruits de moteur? Tout ça à noter. Les premières choses qui vous viennent. Les odeurs. Est-ce qu'il y a des odeurs? Sont-elles bonnes et agréables? Ou sont-elles désagréables? Est-ce de la pollution ou de l'air frais? Notez. Toujours les premières idées qui vous viennent. Est-ce de l'air frais ou de la pollution? Toujours les premières qui vous viennent. Vous notez. Alors, on a fait les sons, les odeurs. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous sentez? Quel goût pourrait vous venir dans la bouche? Notez tout ça. Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer ici. Et sur l'inspiration, vous allez imaginer que vous aspirez l'enveloppe. Vous allez faire avec les yeux bien ouverts. Vous fermez les yeux en retenant votre respiration. Et vous explorez les images qui vous viennent. Le plus longtemps possible, vous restez avec votre respiration bloquée. Et puis, vous expirez, vous notez tout ce qui vous est venu. Je reprends. Vous vous concentrez là, les yeux ouverts, vous inspirez. Comme si vous aspiriez. Vous bloquez, fermez les yeux. Et tout ce qui vous vient. Comme si vous exploriez ce que vous avez aspiré. Vous ne respirez plus. Moi, je parle, donc je suis obligé d'expirer. Il faut rester le plus longtemps possible. Plus vous tenez longtemps, plus vous allez avoir des images, des sons et tout ça. Vous notez rien pour l'instant. Vous expirez. Sur l'expiration, vous notez. Allez-y. Vous êtes prêts? Gardez les yeux ouverts. Inspirez à fond. Inspirez, 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 inspirez. Quand vous avez fini, bloquez le plus longtemps possible. Voilà, expirez. Notez tout ce que vous avez ressenti. Allez, on le refait encore une ou deux fois. On doit avoir le temps. Oui, ce ne sera pas un live court, comme d'hab. Inspirez. Bloquez. Les yeux fermés. Et explorez. On explore toujours la respiration bloquée. Allez, dernière fois. Inspirez. Ou pas, peut-être, on va le faire peut-être une fois de plus encore. Inspirez bien. Yeux ouverts, aspirez, aspirez, aspirez. Bloquez. Fermez les yeux. Le plus longtemps possible, vous tenez là. Quel suspense. Expirez, notez. Attention. Et maintenant, clac, notez les 5 derniers mots qui vous viennent, tout de suite. Ne réfléchissez pas, les 5 derniers mots. Les 5 derniers mots, tout de suite. Allez, 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 on ne traîne pas. 5 derniers mots, n'importe quoi. Ce qui vous vient. Ce qui vous vient. Très bien. Alors pour moi, c'est plus facile, tout simplement parce que je peux avoir un contact physique avec l'enveloppe. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc je ne jouerai pas avec vous. Ouais, je ne vous donnerai pas d'informations sur ce que je ressens avant que vous ayez fini votre perception. Voilà. Donc, l'idée, vous allez me dire, c'est peut-être le hasard. Oui, peut-être. Mais ce qu'on va essayer de voir, et c'est ça l'extrasensoriel, si votre hasard, quelque part, il a une raison d'être. Si votre hasard, ce que vous avez dit qui vous semblait comme ça, n'importe quoi, est-ce que c'est un rapport avec ce qu'il y a là? On va voir. Ça, on va voir. Alors, reprenez vos notes, soulignez les mots qui vous semblent importants, soulignez-les, entourez-les, histoire de voir les mots qui vous semblent prégnants. Ah, je vous laisse une minute pour faire ça. Et on va regarder après. C'est vrai que le contact aide beaucoup.
Le contact aide beaucoup. On sent bien que c'est chaud et froid, que c'est liquide, qu'il y a du mouvement. On sent bien que c'est agréable. Voilà, on sent bien que c'est frais, mais c'est pas froid. Hein. C'est chaud et une partie un peu fraîche. On sent bien que c'est liquide, que c'est aquatique. Vous voyez, ça sent au ressenti, ça toujours. Voilà. C'est bon? Allez, on regarde. Attention, suspense. Là. Hop. C'était la mer. Donc, avez-vous eu du vert? Avez-vous eu le bleu? Avez-vous eu le sable chaud? Avez-vous eu la mer fraîche? Avez-vous eu le mouvement? Avez-vous eu ces formes de triangles, de couleurs, le bateau, qui peut être un ballon? Avez-vous eu ce cadre vert? À vous de regarder. Voilà, par exemple, un essai sur votre intelligence intuitive, c'est-à-dire l'ensemble de votre... Je vous le remontre une dernière fois, parce que j'en entends qui me disent mentalement, on veut le voir encore plus. Voilà, attention, je fais attention au reflet. Voilà, vous pouvez bien l'explorer. Ouais, elles sont marrantes ces petites cartes, on les utilise en formation. Je les avais fait il y a 10 ans pour une émission Les Nuits de l'étrange sur TF1. Je les ai gardées depuis, elles sont bien pratiques. Je suis un peu feignant, donc quand je fais un truc une fois, après je les garde longtemps. C'est ça, les feignants sont en général des gens qui font bien les choses la première fois. Parce qu'on me dit souvent que je suis perfectionniste. C'est pas que je suis perfectionniste, je suis assez feignant finalement, mais j'aime bien faire les choses le plus parfaitement possible en une fois, parce que ma feignantise me dit que j'ai pas envie de les faire une deuxième fois. C'est ça qui m'oblige à être perfectionniste. Donc, quels sont vos résultats? Est-ce que dans vos ressentis, vous avez eu des choses proches ou pas? Vous me le marquerez en commentaire, ça. Je ne vois pas de commentaire encore qui s'affiche, mais vous le marquerez. On vient de voir deux types d'intuition. Maintenant, j'avais promis, aller, parce qu'il est largement l'heure, vers le plus subtil, vers des types d'intuition auxquels on pense moins. Aujourd'hui, là, on est resté dans quoi? On est resté dans l'humain, pour l'instant. Le purement humain. L'humain qui perçoit avec ses sens des choses qu'il ne capte pas consciemment et qu'il interprète comme intuition. Deuxième étape au-dessus, l'humain qui capte des choses avec des sens qui dépassent nos 5 sens classiques, donc l'extrasensoriel. Restons dans l'humain. Vous vous rappelez qu'il y a un autre plan au niveau mentaliste que l'on développe. On développe le cognitif, l'hypersensoriel, l'extrasensoriel et l'extradimensionnel. L'extradimensionnel, je le rappelle, c'est quoi? L'extradimensionnel, c'est la capacité qu'on a d'être en conscience avec des plans dont on n'a pas habituellement conscience. Alors certains appelleront des flux, des esprits, des médiums, en quelque sorte. Dans notre vie, on perçoit 3 plans classiques, plus le temps. On dira qu'on est dans un univers 3D plus T, mais il existe, et la mécanique quantique l'explique suffisamment bien, beaucoup d'autres plans, certains disent jusqu'à 13 ou 14 supplémentaires, qui sont des plans dont on ne perçoit rien en état de conscience classique ou modifié, qu'on ne perçoit qu'en état de conscience étendu. Ce qui est proche effectivement là du chamanisme, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait nos cercles de transformation, nos cercles de guérison, nos cercles de révélation en soirée, qui sont des pratiques facultatives qu'on a en formation, qui se font de manière facultative avec les élèves qui ont envie. C'est à la fois hors de la formation, mais on le fait pendant la formation, après, je dirais. Donc c'est un peu une forme de chamanisme mentaliste. On pourrait dire ça, parce que le mot chamanisme, ça parle encore à beaucoup d'entre vous, mais c'est ça, c'est accéder à d'autres plans de conscience avec un état de conscience étendu. Ce n'est ni un état de conscience classique, ni un état de conscience modifié, où là c'est la conscience qui est modifiée, ni un état modifié de conscience, qui sont 3 choses totalement différentes. On est dans un 4e état, qui est l'état de conscience étendu. Pourra aussi faire le fruit d'un autre live, tout ce genre de choses, s'il y a la demande, parce que je ne peux pas tout expliquer en une fois. Voilà, on ne peut pas résumer des centaines et des centaines d'heures de cours des formations, puisque avec les 4 niveaux actuels, plus formation de consultant et formation de formateur, on est approximativement à 650-700 heures de cours. On ne peut pas résumer ça en 2 heures de live. Voilà, même en 1 heure de live, même avec 5-6 lives de suite. Bon, donc, état de conscience étendu, c'est-à-dire
capter d'autres plans. Ce que les scientifiques qui étudient ça ont appelé les énergies rémanentes, qui font partie de la classification du psy en parapsychologie expérimentale, c'est-à-dire des phénomènes hors normes, des phénomènes de subnormalité, qui sont les phénomènes psy. Donc, on appelle ça énergie rémanente. Alors, ça ne se limite pas qu'aux énergies rémanentes, mais les scientifiques ont beaucoup regardé les énergies rémanentes. On y verra là, on y mettra plutôt les expériences de hantise, c'est-à-dire les lieux qui sont chargés d'une forme d'énergie qui a une capacité stratégique, qui a une volonté, qui se manifeste. Et un de mes très bons amis, Lloyd, qui est appelé Docteur Paranormal aux États-Unis, qui a eu une émission sur Channel 4, nous a souvent raconté. Et d'ailleurs, on a vécu tous ensemble, notre groupe de mentalistes, ces expériences très intéressantes quand il nous a amenés faire pas de la chasse parce que le terme est péjoratif, mais de la rencontre d'énergie rémanente. Et je vous garantis qu'être traversé par un flux qui vous traverse dans un sens, qui revient, qui repasse, et qui vous envoie des images de son passé, c'est une expérience absolument unique. Une expérience de nappe de froid qui vous traverse dans ce sens ou dans celui-là, et qui vous amène des flashs. Ah, je vous le dis à côté, les films, séries et Filoulou font du camping. Toutes ces énergies-là, quelque part, elles ont une réalité qui a beaucoup été étudiée par les scientifiques, qui a été enregistrée sous forme de ce qu'on appelle la transcommunication. Et bien, ces plans-là, qui abritent des formes, qu'elles soient énergétiques conscientes, énergétiques non conscientes, stratégiques, etc., ce que nous on appelle des flux, eh bien, elles peuvent vous apporter des informations qui ne viennent ni d'une hyper-observation inconsciente, ni d'une extrasensorialité, mais d'une perception multidimensionnelle, c'est-à-dire qui échappe à nos plans de conscience classiques de nos 3 dimensions perçues plus le temps, mais qui vont plus loin. Et là, on commence à arriver effectivement à la limite de l'humain. On est dans l'hyper-humain, puisqu'on parle d'hyperdimension, comme on parle d'hyperconscience, d'hypercube, d'hyperespace, pardon. C'est dès qu'on sort de nos plans de conscience, de nos plans d'espace classiques, on est dans l'hyper. Voilà. On parle donc de perception hyperdimensionnelle. Et là, on commence à accéder vraiment au subtil. On est dans un humain qui ne se définit plus simplement par sa matière perçue de 3D plus T, mais qui utilise des perceptions venant de sa propre multidimensionnalité. Et donc, une multiconscience, où la conscience, avec un grand C, est un phénomène qui parcourt toutes les dimensionnalités de l'être. Alors, si ça paraît un peu chargé en quelques minutes, je peux vous suggérer le seul bouquin où j'en parle. Alors souvent, je vous le redis, hein, je vous montre les bouquins. C'est pas spécialement parce qu'il faut les acheter. Vous pouvez les lire même à la Fnac et les reposer. Sachez que nous, je vais pas me plaindre, mais en tant qu'auteur, on ne gagne quasiment rien sur les bouquins. Donc c'est simplement parce que j'essayais de le formuler de manière extrêmement claire et précise, et que le lire, c'est pas mal. Mais peut-être que je le mettrai sur Facebook, d'ailleurs, cet article sur le développement des capacités extrasensorielles. Voilà, c'est dans celui-là. Je vais peut-être essayer d'en faire un résumé, vous le mettre vendredi, puisque la grande nouvelle, c'est que tous les vendredis, j'essaye, quand j'y pense, de mettre un... Ah oui, alors c'est celui-là, hein, celui de Hachette, voilà. Ça s'appelle comment? Si vous deveniez mentaliste. Voilà. Je vais essayer de vous le mettre parce que tous les vendredis, j'essaye, quand j'y pense, et quand j'ai le temps, de faire un dossier avec plein d'infos, qui soit vraiment un dossier avec plein de trucs dedans, et que je mets sur le Facebook Pascal de Clermont officiel ou le Facebook de la formation. C'est 2 Facebook totalement différents. Voilà, vous avez le Pascal de Clermont officiel et le Facebook Formation Mentaliste. Vous pouvez aller voir les deux. Et les informations sont souvent différentes. Des fois, il y a des points communs, mais c'est vraiment les 2 Facebook principaux. Donc, on a vu quoi pour l'instant? On a vu la capacité de percevoir je vais y arriver. On est arrivé à percevoir avec des perceptions inconscientes. Hein, on perçoit on perçoit inconsciemment des choses, mais ça demeure très humain, ça demeure très sensoriel. C'est juste qu'on n'a pas conscience. Premier type de perception qui va être la pensée intuitive. Deuxième chose, 2 et 3, on a vu l'instinct et les PES, qui vont être perception extrasensorielle instinctive ou perception extrasensorielle construite.
deux autres types d'intuition qui ensemble vont former l'intelligence intuitive que vous avez testée avec le test tout à l'heure du lieu. Pensez à me mettre vos résultats en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous voulez qu'on continue à faire des tests, mettez-moi les résultats. Moi, je ferai ce qui plaît. Et si ça vous plaît de faire des tests, dites-le moi, c'est avec plaisir qu'on en fera chaque fois. On vient de voir un nouveau type qui va être les perceptions d'autres dimensions, carrément, qui sont là, qui existent, et qui montrent que l'être humain n'est pas limité à 3 dimensions plus le temps. Il a beaucoup plus de dimensionnalité. Mais ça reste un être humain quand même dans sa multidimensionnalité. Et là, on a les perceptions, l'intuition hyperdimensionnelle. Alors jusque-là, on penserait que ça serait fini et que la réponse serait faculté humaine. Eh bien non, ami public. Il reste encore une chose. On va passer à la 5e étape. La 5e étape, accrochez-vous, et comme diraient des proches, accrochez-vous mieux. Oui, beaucoup mieux. Il y a un autre plan. Un plan qui dépasse l'humain. Et c'est là où justement, quand ça dépasse l'humain, la question peut se poser par rapport à la notion de divin. En sachant qu'on ne va pas définir le divin comme un vieux dieu barbu avec sa petite auréole et qui siège dans les nuages. On ne va pas y chercher une représentation avec des prophètes. On va concevoir la notion de divin comme des liens de causalité qui existent, même si elles nous échappent. Une forme de construction divine, une construction qui nous échappe. Et quelque part que nous ne sommes pas simplement des vulgaires crottes de mouches faites de chaos qui errent dans un espace sans aucun sens. Que derrière tout ça, il y a un sens, des liens de cause à effet, des liens de causalité qui nous échappent. Quelque part, c'est comme ça qu'on pourrait définir l'essence même du divin en enlevant toute la gangrène que représente la religion. La religion qui n'a jamais été autre chose qu'une manière qu'ont utilisé les hommes sous prétexte de parler des dieux pour mettre en esclavage d'autres hommes. On parle de vrai mysticisme, on zappe tout ce qui est religieux. On parle de vraie conscience d'un divin qui n'a pas besoin de religieux pour s'adresser à l'homme. Et le divin étant à chacun. Donc, y a-t-il une intuition divine? Je pense que oui. Et cette intuition, c'est quoi? C'est la manière dont l'humain, nous, chacun d'entre nous, baignons tous ensemble dans un espèce de champ de conscience informationnelle. C'est un petit peu comme chacun d'entre nous, comme si chacun d'entre nous était dans un immense champ, dans un immense bain d'informations qui se partagent, qui passent des uns des autres. Et nous serions reliés comme par une matrice quelque part. Et on baigne dans ces champs qu'on appelle les champs morphogéniques, par exemple. C'en est une vision. Hein. Et quelque part, finalement, nous ne serions que des éléments baignant dans un champ qui nous unit tous et un champ qui contiendrait l'ensemble des savoirs passés, présents et futurs. Et quelque part, ça a été théorisé, entre guillemets, aussi bien en mécanique quantique que depuis des décennies, pour pas dire quelques siècles, par les champs akashiques, les fameux champs spirites, la bibliothèque qui contiendrait tous les savoirs du monde, en spiritualisme, par exemple, on a ça. Et même avant, en chamanisme, cet esprit complet de Gaïa qui a toutes les informations, tout ça a été théorisé sous différents noms, mais ça revient à la même chose. Un champ gigantesque qui contiendrait présent, passé et futur, dans lequel on baignerait. Et quelque part, il ne nous resterait plus non plus à vouloir vainement, prétentieusement, je dirais même, c'est presque rigolo tellement c'est prétentieux, croire que l'on sait, alors qu'on ne sait rien, on utilise une infime partie de nos capacités, mais se mettre en état de recevoir, se mettre en état de canaliser. Canaliser, c'est le terme qu'on emploie. Un peu comme les artistes qui disent qu'ils ne sont que le bras pour créer une musique, qui ne sont que le bras pour créer une peinture. Picasso disait ça, Leonardo da Vinci le disait aussi, Dali était un aficionado de ce genre de technique. On va le retrouver en musique pour Bach et Mozart, on va le retrouver pour tous ces gens qui ont eu des créations de génie qui dépassent l'entendement humain. En quelque sorte, ne plus penser
que nous, infimes particules, on a vraiment cette capacité de génie créatif, mais ce génie créatif, pour l'avoir, il suffit de se mettre en état de recevoir, de canaliser, de ne plus être que l'instrument par lequel s'exprime quelque part ce champ informationnel qui va nous apporter créativité et quelque part connaissance. Et si tout le monde et tous, aussi bien les animaux, les arbres, les végétaux, les animaux, les humains qui sont rien d'autre que des singes avec des cravates, hein, ça s'arrête là, donc on les met avec les animaux aussi, et bien si tous ne sont que quelque part des particules du même tout, on peut concevoir que le divin, quelque part, est ce tout, puisque le divin est censé être le tout. Et comprendre qu'on est tous baignés dans cette espèce de champ informationnel nous fait comprendre qu'on peut devenir le canal de réception d'informations dont la nature, la complexité, la créativité, le génie nous dépassent et pour ne pas dire nous transcendent même complètement. Et c'est là où on arrive quelque part au subtil et on lie la notion d'intuition à la notion de ne plus faire qu'un et n'être qu'un canal, être son savoir et devenir baigné et exprimer, ne plus être que le bras ou le corps qui exprime cette intuition divine. Et donc là, on répond que oui, l'intuition, et cette intuition-là est divine. Parce que le divin devient nous, et nous sommes donc tous une particule de ce divin. Et au lieu de se prendre vaniteusement chacun d'entre nous comme le centre du monde, c'est comme si chaque cellule de ma main pensait qu'elle était autonome et qu'elle pouvait être dirigée tout le corps, ou que chaque poil sur mon bras pensait qu'il était le chef de tous les poils et qu'il pouvait diriger tout le corps. C'est ce qu'on fait avec notre petit cerveau, avec nos 4% d'utilisation de nos capacités conscientes. On a l'impression qu'on sait tout, que la création vient de nous. Non, c'est parce qu'on se laisse infuser, imprégné par ce champ de connaissances, ce champ informationnel. Voilà. Et voilà, imaginez que chaque cellule de votre main, de votre corps, veuille se croire autonome et fasse n'importe quoi et pense qu'elle dirige tout. C'est aussi con que ça, quelque part. Alors, au lieu de se prendre pour tout, on devrait avoir conscience de notre chance d'être baigné dans ce champ informationnel et apprendre à se mettre en état d'être infusé et de s'imprégner de ce savoir, plus que de savoir, de cette conscience globale qui nous unit tous, aussi bien la planète que le végétal, que l'animal. Hein, on est avec les animaux, comme je vous ai dit, nous, en tant qu'humains. Et comprendre que tout ça ne fait qu'un tout. Et que, j'allais vous le dire toujours pareil, à partir du moment où on détruit tout ça, ben c'est nous-mêmes qu'on détruit. Je ne me lasserai pas de vous le dire. Il n'y a aucune vidéo que je pourrais faire sans avoir mon couplet révolutionnaire. Et ça, à nouveau, je vais encore le dire. Comprendre qu'on est en train de tout détruire, faire du mentalisme originel, prendre conscience de tout ça, c'est pas faire des tours de cartes à la con. Ça sert strictement à rien. Bon, ça amuse sa voisine, très bien. Bon, ça fait passer un bon moment au bistrot, très bien. Mais le mentalisme originel, tel que j'essaye de vous le transmettre, c'est utiliser vos capacités pour comprendre que vous êtes un tout, tous, qu'on est tous un tout, comme les doigts de la main, qui pourraient se croire autonomes. Non, ils sont les doigts de la même main. On est tous unis dans ce champ informationnel, on est tous particules divines de ce champ informationnel. Et chaque fois qu'on détruit une partie, on se détruit nous-mêmes. Et le mentalisme originel, pour moi, c'est aussi la prise de conscience de ça. C'est utiliser vos capacités, vos hypercapacités, et les développer pour sauver votre peau, sauver ce que vous aimez et sauver la planète parce qu'on n'en aura pas d'autre. Et pour ça, je vous dirais, rappelez-vous, et je l'écrivais encore ce matin, je l'écrirai encore dans mon prochain bouquin, que chaque fois que vous consommez quelque chose, vous votez pour ou contre un empoisonneur, pour ou contre quelqu'un qui bosse bien. Et quand je m'entends dire des fois par commentaire que je dis oui, il faut boycotter des empoisonneurs comme Monsanto, comme Sanofi, comme Bayer, etc., pardon, Novartis, etc., pas Sanofi, Novartis. Donc Sanofi, je suis pas sûr, j'ai pas l'information dessus, je regarderai. Voilà, boycotter tous ces gens, boycotter tous leurs produits, n'acheter que du bio
ou du bio de producteurs, pas du bio qui vient de pays comme le Maghreb, comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, où il y a un tel marasme dans l'agriculture qu'ils sont obligés, le gouvernement, de donner la norme bio à n'importe quel mec. Vous avez des fraises bio qui sentent l'essence parce qu'elles ont été arrosées à l'essence, parce qu'ils ont besoin d'exporter en Espagne. Par exemple, je prends l'Espagne, sentez les fraises espagnoles bio, elles sentent l'essence parce qu'elles ont été arrosées. Donc, vous achetez pas dans ces pays-là, vous achetez le petit producteur. Voilà, chaque fois que vous achetez un truc, vous votez pour ou contre. Et l'idée d'entendre dire oui, mais vous comprenez, si on commence à boycotter, on va nuire et perdre des emplois. Eh bien, écoutez, moi je suis désolé, mais je ne savais pas qu'empoisonneur ou alors assassin pour les abattoirs, je ne savais pas que c'était un métier. Encore moins un métier qu'il fallait défendre. Donc, rappelez-vous, ne vous plaignez pas, arrêtez de pleurnicher parce que les conditions de vie sont merdiques, parce qu'on bouffe vraiment de la merde. Tant que vous l'achèterez, cette merde, et que vous la consommerez, et que vous validerez l'hécatombe chez les animaux, l'hécatombe dans les plantes, l'hécatombe dans la forêt amazonienne, l'hécatombe dans la mer, tant que vous validerez ça par vos achats, il ne faudra pas venir se plaindre. Oui, personnellement, je vais vous dire un truc, moi j'adore le foie gras. C'est comme ça. Une escalope de foie frais, juste mi-cuite, avec des petites queues de langoustine grillées, sur un lit de mandarine confite et d'endives, c'est excellent. Et voilà. Même un poulet rôti, c'est excellent. Eh bien, j'en mange plus. C'est pas que j'aime pas, c'est parce que je considère, et c'est mon choix, que la souffrance animale qu'il y a derrière ne vaut pas mon plaisir. Donc, c'est un peu ça, quelque part. Je vote contre la maltraitance, contre la sauvagerie, juste pour quelques minutes de plaisir. Alors, déserter les grandes surfaces, déserter tous ces endroits qui ne vendent que des produits pollués, qui vendent le produit des empoisonneurs, et contribuer à faire vivre l'agriculture bio par les petits marchés, par les petits producteurs. C'est la seule solution qu'on a pour sauver notre peau. C'est développer nos capacités mentales, se préparer mentalement, boycotter tous les empoisonneurs et les assassins. Dans les assassins, je mets les abattoirs, l'abattage rituel et tout ce genre de barbarie. Boycotter, je vous dis, et faites circuler l'information. Il n'y a pas 50 manières dont on va sauver notre peau. Nous avons, en tant que peuple, le pouvoir. Nous avons la force. Et c'est pour ça qu'on vous empêche de développer vos capacités mentales. Parce que vous savez, toutes ces connaissances qui sont répandues dans les livres, qui sont expliquées, ça fait des siècles qu'on les a. Ça fait des siècles qu'une élite, entre guillemets, les garde, les ridiculise, les marginalise auprès du grand public pour les utiliser pour eux. Vous croyez quoi? Les hommes politiques, les grandes entreprises, elles utilisent mes services, ou du moins les services de mentalistes. Personnellement, je ne veux plus travailler pour eux, ça fait des années. C'est pour ça que j'ai fait des formations. Et bon, on m'en veut d'ailleurs, de ne pas accepter des contrats mirobolants avec des grosses entreprises polluantes. Mais j'assume. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, je ne m'en plains pas, j'assume. Mais tout ça, ça a été gardé secret pour pouvoir mieux mettre le peuple, le bétail, en esclavage. Donc, vous accédez à la connaissance, développez vos capacités, reprenons notre pouvoir. Et pour reprendre notre pouvoir, on doit pouvoir sauver notre peau, sauver notre planète. Et pour ça, je vous ai dit, développez vos capacités mentales, utilisez plus de pourcents de votre cerveau. Ça veut dire lire, ça veut dire, c'est pas forcément venir faire des formations, il n'y a pas que ça, c'est lire des bouquins, vous renseigner, faire des rencontres, méditer, prenez le temps, sortir de la consommation. Deuxième chose, boycottez absolument tous ces assassins et ces empoisonneurs. Tant qu'ils ont votre argent, ils ne changeront pas leur comportement. Si vous n'achetez plus leur saloperie, alors ils changeront. Prenez Internet, tapez Monsanto, liste des produits, Novartis, liste des produits, Bayer, liste des produits, et boycottez jamais. Nico, carte d'or, ils font des super glaces. J'adore les glaces, surtout les glaces véganes. Mais bon, eh ben, il y en a plein que je ne mange plus. Ben oui, et je trouve ça dommage parce que c'est derrière des empoisonneurs. Donc, si vous voulez que ça avance, il va falloir quelque part vous priver et faire un choix entre un petit confort maintenant et une destruction totale, ou alors participer au sauvetage, parce qu'on est tous dans le même bateau, là, je vous dis, on est tous dans le même champ informationnel, on est tous dedans. Donc, je résume, développer les capacités mentales, boycotter tous les empoisonneurs et les assassins. Oui, c'est des assassins de notre planète. Le terme est vrai.
et faites circuler l'information. Nous avons le pouvoir et il n'y a rien qui leur fait plus peur que nous soyons capables de le reprendre. Et pour ça, c'est des petits gestes de tous les jours qui commencent par sauver la nature dans votre jardin, par arrêter de consommer de la merde. Et même si elle a bon goût, ah oui, on a été habitué à trouver ça bon. C'est comme ça. Ben oui. Reprenez goût aux petits producteurs, aux vrais bio. Faites gaffe, il y a plein d'arnaques. J'étais au marché l'autre jour. Il y avait le producteur bio. La seule chose qu'il avait de bio, c'était ses carottes et ses concombres, qui d'ailleurs étaient très bons, entre parenthèses. Tout le reste, ça venait d'Espagne. Alors méfiez-vous, c'est marqué. Producteur bio qui produit tout. Soyez vigilants, ayez tout ça à l'œil. Voilà, que vous dire de plus? Déjà, j'en ai dit plein. J'ai eu le temps de faire mon couplet parce que de toute façon, je sais même s'il y a une seule personne, pour moi, s'il y a une seule personne qui écoute ça et à qui ça permet de réagir et de véhiculer l'information, c'est déjà suffisant pour moi. Rappelez-vous que chaque acte d'achat est un vote. Chaque fois que vous mettez un truc dans votre sac, dans votre cabas, dans votre chariot, vous votez pour ou contre cette personne, pour ou contre cette entreprise. À vous de savoir. Vous trouverez sur Internet la liste des empoisonneurs, et vous trouverez la liste des assassins. Vous les trouverez. Vous trouverez la liste des corrompus et des députés qui votent pour le CETA, qui votent pour le glyphosate. Voilà. Vous trouverez tout ça. Donnez-vous la peine de prendre en main votre avenir, parce que si vous laissez d'autres personnes le prendre en main, croyez-moi, ça ne sera pas à votre avantage. Et loin de là. Voilà. Alors, vous savez, comme toujours, il me reste encore, oui, quelques CD. Ils sont très bien. Je les aime beaucoup, ma mère aussi. Hein, voilà. Donc, enfin, ma mère, pas toujours, parce que il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime tous les biens. Voilà, vous les avez. Ils servent à mettre votre mental dans différentes fréquences. N'hésitez pas, je réponds à vos questions avec plaisir. J'espère que ce live vous a apporté beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je n'ai comme toujours aucune idée de s'il sera ou pas en ligne. Je fais de mon mieux, mais la technique est parfois mystérieuse, jusqu'à se demander des fois si on ne serait pas un petit peu parfois censuré, parce qu'il se passe quand même des choses assez bizarres sur la manière dont nos lives disparaissent. Mais bon, ça, on ne va pas être complotiste. Plus d'informations next time. Rendez-vous milieu de août. Je serai en pleine écriture de mon livre. J'aurai sûrement en tête plein de choses relatives au livre, donc je ferai peut-être un live en dehors du sujet du livre pour deux raisons. D'abord, pour ne pas vous déflorer la surprise du contenu du prochain livre qui va être très bien. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit très bien. Le sujet, en tout cas, est très bien. Et ça sera non une quinzaine de jours, non pas le mercredi prochain, mais mercredi d'après. Portez-vous bien. Je n'allais pas vous dire que ce n'est pas les autres qui vont vous porter. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, développer vos capacités mentales ne relève plus ni du bien-être, ni du ludique, mais ça relève de votre véritable survie. À bientôt, merci de votre écoute et j'attends vos commentaires et vos questions. Bye bye, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.